Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter VOA Afrique. C'est votre santé, votre avenir qui commence. Pour vous présenter cette édition, je suis Mohamedou Oumfa et comme toujours, je suis avec Rosine Mounezero qui va assurer la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mohamedou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous faisons le point de la lutte contre le VIH-Sida en République démocratique du Congo. Nous parlerons du bilan et des perspectives avec un responsable du programme de lutte contre l'épidémie. Quand nous avons commencé la riposte vers les années 88, les préservatifs étaient difficilement disponibilisables dans beaucoup d'endroits et c'était tabou. Mais aujourd'hui, là, on y accède beaucoup plus facilement. Parmi les projets annoncés pour booster la lutte, il y a le projet d'un identifiant unique pour chaque personne vivant avec le VIH. Mais avec ce code qu'on aura attribué, il y aura un continuum de soins, c'est-à-dire une personne peut partir d'un centre à un autre. On retrouve tous les renseignements qu'il faut, la ligne thérapeutique, quand est-ce qu'il a commencé les médicaments, quand est-ce qu'il a fait tous les suivis biologiques. Quelles sont les avancées, les blocages et les actions prévues dans la lutte contre le VIH-Sida en République démocratique du Congo? Pour avoir toutes les réponses, restez à l'écoute de ce programme. Et pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité santé cette semaine, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Parlons tout d'abord de l'épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Quel est le bilan le plus récent? En date du 7 août 2018, la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola est la suivante. Au total, 44 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 17 confirmés et 27 probables. 47 cas suspects sont en cours d'investigation. Il y a eu 36 décès au total, parmi lesquels 9 sont confirmés comme étant liés à la maladie à virus Ebola. Sur le terrain, la riposte s'organise. Le 8 août, une campagne de vaccination a débuté à Mangina, épicentre de l'épidémie. En quoi consiste exactement cette campagne, Firmin? En fait, Mohamedou, il s'agit de ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle une vaccination en ceinture. Ce qui signifie qu'on va vacciner des gens qui ont été ou sont exposés à la maladie, leurs contacts et les contacts des 10 contacts. Concrètement, on va vacciner les professionnels de santé qui sont directement exposés aux cas confirmés d'Ebola dans les zones de santé touchées. Également, il y aura toutes les personnes qui ont été en contact avec les malades et les morts confirmés d'Ebola, ainsi que leurs contacts. On le sait déjà, le vaccin a démontré une certaine efficacité, mais est-ce qu'il n'y a pas de risque d'effets secondaires et y aurait-il un suivi pour les personnes vaccinées? Comme avec tous les vaccins, il y a des risques d'effets secondaires. Dans le cas de ce vaccin, il peut y avoir des effets secondaires comme une légère fièvre ou des symptômes du rhume, de douleurs articulaires et des plaies dans les bras. Mais au regard des précédentes campagnes de vaccination, on peut dire que ces risques sont faibles et ces effets sont mineurs. Y aura-t-il un suivi? Oui, les équipes du ministère de la Santé envisagent de rendre des visites et surveiller l'état de santé des personnes vaccinées 6 fois entre le 3e jour et le 3e mois après la vaccination. Ce qui représente un énorme défi parce que l'on s'attend à vacciner environ 3000 personnes et il faudra tous les suivre. C'est bien en tout cas de savoir qu'il existe un vaccin, mais il faut le rappeler, Firmin, le vaccin n'est qu'un outil de prévention parmi tant d'autres. Effectivement, Mohamedou, il n'y a qu'environ 3000 personnes qui seront vaccinées. Or, rien que dans la province du Nord Kivu, on compte plus de 6 millions de personnes. Donc, la population doit continuer à appliquer des mesures de prudence recommandées par le ministère de la Santé. Des mesures qui consistent en le lavage régulier des mains et à éviter les contacts physiques avec les personnes qui présentent les symptômes d'une fièvre semblable à la fièvre d'Ebola. Le ministère congolais de la Santé invite les populations à signaler les cas suspects et à éviter d'enterrer les morts suspects, une tâche qui revient aux professionnels formés à cet effet. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Parlons maintenant d'une étude qui concerne les hommes qui veulent devenir papa. Eh bien, Firmin, pour avoir plus de chances de devenir papa, il vaudrait mieux porter le caleçon plutôt que des sous-vêtements serrés. Pour favoriser la production de spermatozoïdes, il est préférable d'éviter les sous-vêtements serrés, ont affirmé des chercheurs dans une étude rendue publique le 2 août dernier. Publiée par la revue Human Reproduction, l'étude confirme avec une plus grande rigueur ce que l'on soupçonnait déjà. Plus les testicules respirent, mieux ils fonctionnent.
Les hommes qui portent des caleçons ont des concentrations en spermatozoïdes plus élevées que ceux qui portent des sous-vêtements plus moulants, a résumé la revue dans un communiqué. Et peut-on savoir comment les auteurs de l'étude sont arrivés à cette conclusion? Cette conclusion provient de spermogrammes réalisés par 656 hommes entre 2000 et 2017 dans le service d'assistance à la procréation du Massachusetts General Hospital à Boston, ici aux États-Unis. 53% de ces hommes portaient souvent des caleçons et 47% portaient des sous-vêtements plus serrés, boxers, courts ou boxers longs, slips moulants ou autres. En ajustant avec d'autres facteurs pouvant influencer la qualité du sperme, état de santé, niveau d'activité physique, tabagisme, etc., les adeptes du caleçon avaient 33% de spermatozoïdes mobiles en plus. Autre constat, ceux qui portaient des sous-vêtements serrés sécrétaient plus d'hormones qui stimulent la production de spermatozoïdes. D'après les chercheurs, le corps compense ainsi une température trop élevée pour les testicules. Selon le professeur Richard Sharp de l'université d'Édimbourg au Royaume-Uni, la production du sperme nécessite une température de 3 à 4 degrés inférieure à celle du reste du corps. Lui et d'autres experts donnent d'autres conseils. Évitez de porter des pantalons moulants, de passer trop de temps assis et de prendre des bains très chauds. Merci Firmin. Nos auditeurs qui cherchent des enfants savent désormais ce qu'il faut faire. Terminons cette page consacrée à l'actualité en parlant de la lutte contre le sida au Cameroun. Là-bas, les autorités reconnaissent que moins de 25% des enfants de 0 à 5 ans qui vivent avec le VIH-Sida sont sous traitement. Comment expliquer cette situation et qu'envisagent les autorités pour inverser la tendance? Voici la réponse du docteur Jean Bosco Elat. Il est le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre le sida au Cameroun. La prise en charge pédiatrique, c'est un peu le parent pauvre du programme de thérapie antirétrovirale. Et pour la période 18-22, nous avons prévu d'intensifier le dépistage au niveau des portes d'entrée des enfants. Au niveau des portes d'entrée, c'est les services de vaccination où les enfants vont se faire vacciner, les services de pédiatrie où les enfants vont se faire consulter et les services d'hospitalisation de pédiatrie où les enfants se retrouvent souvent. On a aussi des services de malnutrition où les enfants sont souvent reçus pour intensifier un peu le dépistage à ce niveau. Un accent doit être mis sur la PTME, la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, notamment pour les enfants nés de mères séropositives. Il sera question d'améliorer le dépistage du VIH de ces enfants nés de mères séropositives et mettre rapidement sous traitement ces enfants qui auraient été contaminés par le VIH. Naturellement, notre difficulté, c'est amener les mères à ramener leurs enfants une fois qu'elles sont rentrées. C'est pour ça que nous avons recruté ce que nous appelons les accompagnateurs psychosociaux pédiatriques qui travaillent dans les maternités, qui travaillent dans les consultations prénatales pour encourager les mères à revenir avec leurs enfants pour qu'ils puissent bénéficier d'abord du dépistage, ensuite qu'ils puissent bénéficier éventuellement d'une thérapie antirétrovirale complète en cas de séropositivité. C'était le docteur Jean Bosco Elat, secrétaire permanent du Comité national de lutte contre le sida au Cameroun. Il parlait des problèmes et stratégies dans la lutte contre le sida chez les enfants de 0 à 5 ans. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. C'est en 1983 que fut lancé le premier projet de lutte contre le VIH-Sida en République démocratique du Congo. 35 ans plus tard, le bilan est assez mitigé. Il y a beaucoup plus de personnes qui vivent avec le VIH, mais également plus de personnes sous traitement antirétroviraux. Le regard des populations sur la maladie a aussi évolué, même si certaines victimes sont toujours stigmatisées et discriminées. Pour faire le bilan et évoquer les perspectives, nous avons rencontré à Kinshasa le docteur Bosiki Bernard. Il est le secrétaire exécutif national adjoint du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, le PNMLS en sigle. Bonjour docteur Bosiki Bernard. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux ici à Kinshasa. Ça fait un certain nombre d'années que vous avez lancé ce programme. Est-ce que vous êtes satisfait? Quelle est votre satisfaction par rapport aux missions que vous êtes assignées dès le lancement du PNMLS?
Bien, je crois que la riposte au sida en RDC ne remonte pas seulement au PNMLS, mais remonte à 1983, quand on avait lancé le premier projet de lutte contre le sida, ensuite le programme national de lutte contre le sida, et enfin le PNMLS pour marquer le caractère multisectoriel de la riposte au sida. Je dois dire qu'il y a une grande évolution dans les deux sens. Dans l'augmentation du nombre de personnes qui ont été infectées, mais aussi dans la maîtrise de l'épidémie, parce que nous sommes en train de réduire le nombre de nouvelles infections. Nous sommes en train de couvrir un certain nombre de personnes qui sont infectées avec les ARV. Le chiffre est en augmentation. Donc nous sommes en progression aussi côté réponse apportée à cette épidémie. Concrètement, qu'est-ce que le PNMLS, si on vous demandait de retenir quelques actions fortes, qu'est-ce que vous direz en termes de bilan et peut-être de résultats obtenus? Le premier grand résultat, c'est le nombre de personnes que nous avons réussi à mettre sous ARV. Rien que pour l'année passée, nous avons dépassé l'objectif de 80 000 personnes que nous devions mettre sous ARV. On est allé au-delà de cela. Donc ça, c'est un grand résultat. L'autre résultat, c'est le nombre d'acteurs qui s'impliquent maintenant dans la riposte au sida. On a réussi à intégrer la lutte contre le sida dans beaucoup de secteurs. Nous avons une forte mobilisation de la société civile qui fait qu'aujourd'hui, la mobilisation des communautés est en train de se faire à large échelle. Et ce qui nous permet aujourd'hui de constater la réduction des nouvelles infections. Les jeunes aussi sont très engagés dans la riposte au sida. Et les préservatifs qui, au début, quand nous avons commencé la riposte au sida, quand je me suis engagé vers les années 88, les préservatifs étaient difficilement disponibilisables dans beaucoup d'endroits et c'était tabou. Mais aujourd'hui, là, vous trouvez des gens avec des préservatifs, on y accède beaucoup plus facilement et c'est un grand résultat. Est-ce que d'un point de vue technique, vous avez des difficultés dans le déploiement de vos activités et d'un point de vue social et politique dans la lutte contre l'épidémie? Sur le plan politique, Dieu merci, nous avons une oreille attentive de l'homme politique. Comme je l'ai dit, le président de la République lui-même préside la réunion du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida. Et puis nous avons le Premier ministre comme premier vice-président, ce qui nous donne sur le plan politique une certaine considération dans la riposte au sida. Là où il y a quand même des problèmes, c'est la mobilisation des ressources locales. Le budget de l'État ne dépasse pas 10 millions de dollars, nous sommes autour de 6 à 7 milliards plutôt de dollars, ce qui fait que la part affectée dans la riposte au sida ne convient pas à nos attentes. Alors, sur le plan social, la phobie des rejets des PVV existe quand même si, puisque nous avons mené une enquête qu'on appelle l'index stigma, qui montre quand même qu'il y a de la discrimination, la stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH qui existe quand même dans notre pays, même dans des milieux inattendus tels que les milieux religieux, tels que dans les milieux sanitaires, de formation médicale, il y a ces phénomènes-là de discrimination, stigmatisation envers les personnes vivant avec les VIH. C'est pour cela qu'on est en train d'implanter des observatoires nationaux dans des provinces pour pouvoir suivre la qualité des soins en milieu hospitalier, des formations médicales qu'on offre aux personnes vivant avec le VIH. Ça nous permet de pouvoir traquer et voir là où le problème se pose. Sur le plan social aussi, c'est l'assistance qu'il faut accorder aux personnes vivant avec le VIH qui sont démunies au cas de violences sexuelles avec VIH et tout. Là, on n'a pas de moyens pratiquement par rapport à cela. Certaines femmes sont obligées à ne pas
pas déclarer. Parce que déclarer, ça veut dire que s'auto-exclure de la société, de son ménage, voire des enfants. Donc ça, c'est avec le ministère du droit, puisque là nous avons une unité droit et VIH, comme je vous ai dit que la lutte est implantée, intégrée dans plusieurs ministères. Il y a une cellule de lutte contre le sida qui est en train de mener des actions pour lutter contre ce genre des cas. Sur le plan technique, nous n'avons pas encore les équipements nécessaires pour pouvoir screener toutes les personnes qui sont mises sous ARV. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, il nous est impossible de pouvoir donner la vraie mesure de cas où il y a eu suppression de charge virale. Donc nous avons ce problème-là, puisque l'accès à ces services-là de suivi de charge virale est très limité. Très peu de personnes y arrivent parce que nous n'avons pas assez de laboratoires. On est en train de développer maintenant un système de réseautage avec les équipements qui ont été commandés, je crois, avec l'appui du Fonds mondial, qu'on puisse quand même arriver à collecter des échantillons et à ramener ça dans un point un peu plus rapproché pour pouvoir screener tous ces cas-là. Ça, c'est vraiment un frein. Alors, il y a aussi de grands problèmes sur le plan de déploiement des intrants. Les intrants, ce qui fait que vous pouvez arriver à avoir des médicaments dans un endroit où il y en a un peu trop et dans un autre endroit où il n'y en a pas. Ce qui crée des ruptures virtuelles. Nous n'avons pas encore les estimations réelles, c'est-à-dire que dans telle localité, il y a autant de PVV, il faut autant, telle quantité d'ARV. Et nous travaillons encore par estimation, et par estimation en faisant des calculs des fois basés sur la prévalence et qui ne donnent pas toujours la réalité, ce qui fait que la répartition des médicaments pose quand même problème. Et si vous voulez redéployer, et ça coûte des fois beaucoup plus cher que de commander des médicaments, parce que le pays est tellement vaste. Il y a aussi les OEV, c'est-à-dire les orphelins et les enfants rendus vulnérables, dont l'accessibilité pose quand même problème, parce que bon, ce sont les enfants qui sont pas organisés et tout, il faut chercher à les joindre, et encore quand vous allez dans ces milieux-là, il faut résoudre les problèmes de survie de cette catégorie de gens démunis qui sont les OEV, puisque s'il n'a pas à manger, il va faire n'importe quoi pour trouver la nourriture. Donc pour stopper tout cela, il faut créer des conditions de sécurité pour eux, de façon qu'ils ne puissent pas prendre les risques. C'était donc le docteur Bossiki Bernard, secrétaire exécutif national adjoint du Programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNML son sigle. Quelqu'un l'a vécu, voici son témoignage. C'est peut-être un projet qui va révolutionner la lutte contre le VIH-Sida en RDC. Ce projet consistera à attribuer un identifiant unique à chaque personne vivant avec le VIH-Sida. Un identifiant qui permettra d'accéder à la situation sanitaire de la personne qui vit avec le VIH. Il sera accessible à la plupart des structures de santé du pays. Grâce à ce projet, il devait être plus facile de faire le suivi des PVV qui se déplacent d'une ville à une autre et surtout de repérer les PVV perdus de vue. Pour parler de tout cela, nous sommes allés à la rencontre d'Ange Mavoula. Il est le chargé du suivi et de l'évaluation de l'Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH, UCOP+. L'actualité ici, dans votre organisation, c'est la mise en place des codes pour les personnes vivant avec le VIH. Alors, expliquez-nous, c'est quoi ces codes? C'est un identifiant unique qu'on veut vraiment attribuer aux personnes vivant avec le VIH pour faciliter la gestion même des données. Dans un contexte où nous savons qu'il y a la stigmatisation et discrimination en milieu des soins, il y a la lourdeur dans la gestion mécanique ou il faut dire gestion de données en papier, et qu'il y a plusieurs personnes dans la chaîne de gestion des dossiers. Il y a aussi des difficultés dans la quantification des besoins dans le pays, et aussi la mobilité même des personnes vivant avec le VIH qui changent d'un site à un autre, d'une ville à une autre.
Et aussi, dans ce contexte, beaucoup de perdus de vue, les gens qu'on n'arrive pas à retrouver. Mais avec cet identifiant unique, ce code qu'on aura attribué, la gestion sera facile. Il y aura un continuum de soins, c'est-à-dire une personne peut partir d'un centre à un autre. Il suffit juste de taper ces codes et on retrouve toutes les coordonnées, tous les renseignements qu'il faut, la ligne thérapeutique, quand est-ce qu'il a commencé les médicaments, quand est-ce qu'il a fait la dernière charge virale, avec tous les suivis biologiques. Et la personne facilement peut arriver à prendre ses soins. Et surtout qu'il y a beaucoup d'entre les personnes avec le VIH qui ne connaissent pas quel schéma thérapeutique il prend. Donc ça faciliterait aussi si on a déjà ça enregistré sous forme informatisée et le personnel soignant facilement peut retrouver tous ces éléments. Tout à fait. Alors, on va revenir plus en détail sur tout cela, mais dites-nous déjà le contexte. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui vous motive à mettre en place ces identifiants maintenant? Pourquoi vous ne l'avez pas fait un peu plus tôt? Oui, c'est vrai qu'on aurait dû faire ça depuis très longtemps. Je disais avec cet objectif de 90-90-90, donc on aura une grande filature parce que aussitôt qu'on dépiste une personne, on est censé le mettre sous traitement. Donc on aura beaucoup de personnes encore à gérer. Et il faut dire qu'aujourd'hui déjà on est à plus de 200 000 personnes qui sont sous traitement, c'est déjà beaucoup. Donc la quantification même pour l'achat de médicaments et consorts pose problème, ce qui fait qu'il y a parfois des surstocks à gauche et des ruptures à droite parce qu'on n'a pas tous les éléments. Donc ça paraît nécessaire. Oui, c'est vrai qu'on aurait dû faire ça très longtemps, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard. Alors, ça va se passer comment exactement? Vous allez recevoir les personnes vivant le VIH chez vous ou alors c'est automatiquement celles qui vont aller dans les hôpitaux qui sont enregistrées? Comment se passe le processus d'enregistrement des malades sous ce code-là? Oui, c'est vraiment un processus comme on l'a dit. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est d'abord avoir l'adhésion de tout le monde, de tous les acteurs, les personnes vivant avec le VIH, le personnel de santé, et tous les autres partenaires. En fait, c'est l'ONU-CIVEC qui appuie le programme. Donc, on veut d'abord avoir l'adhésion de tout le monde. Dès lors que tout le monde adhère au processus, et là, on va voir comment faire. Parce que on a demandé aussi l'expérience de ceux qui ont déjà fait ça à petite échelle. Nous avons la CENI qui fait ça avec l'enrôlement. Nous avons les entreprises de télécommunications qui arrivent à attribuer un seul numéro de téléphone pour une personne. Donc, on aura des expériences comme ça qui vont nous édifier, qui vont nous aider à voir comment nous pouvons mettre ça aussi dans le contexte du VIH. Quels seront les avantages pour les personnes vivant avec le VIH qui se verraient attribuer ce numéro-là? Oui, c'est d'abord le continuum de soins. Donc une personne peut partir d'un centre ou d'une ville à une autre, il a facilement accès aux services. Donc la continuité pour les soins est assurée parce qu'il suffit de mettre ses codes, on retrouve tous ces éléments, bon, il est sous traitement. Aussi, il y a ces aspects de confidentialité. Il y a aussi le suivi des pertes de vue. On sait facilement retracer quelqu'un s'il est perdu de vue, voir à partir de ces codes. Et on va aussi éliminer les doublons. Les doublons parce que les personnes parfois vont dans un centre, il se fait enregistrer, il va dans un autre, il se fait enregistrer, et on compte double, alors que c'est la même personne. S'il a le même code, donc facilement on va éviter le doublon. Et aussi facilement on fera le lien avec le dépisté et les traitements. Donc aussitôt qu'on dépiste positif, on vous attribue ce code qui va être transféré pour mise sous traitement. Il y a aussi pour le programme, je disais, la gestion des médicaments qui sera un peu plus aisée. Donc il y a autant d'avantages que des désavantages par rapport à ce système. Oui, justement, disons que les choses ne vont pas se dérouler comme sur des roulettes parce que certainement il y aura des obstacles, des difficultés. Comment vous allez vous y prendre déjà pour que les gens adhèrent à ce projet, pour que les gens comprennent ce projet? Quelles sont les activités que UCOP Plus va mener concrètement pour susciter une adhésion massive des personnes vivant avec le VIH? On aura un atelier sous forme d'un dialogue. On aura avec nous les personnes vivant avec le VIH, tous les acteurs qui sont dans la lutte et aussi les gestions, c'est-à-dire les entreprises de télécommunications et les autres qui ont déjà fait cette expérience. Ça sera un partage d'expérience, un échange vraiment, un échange. On va présenter les avantages et bien sûr les inconvénients et on va essayer un peu de dégager une feuille de route qui va nous amener à ce chemin-là. Donc je pense qu'avant les avantages,
Et comparativement aux désavantages, je pense que la balance pèse pour les avantages. Donc nous sommes sûrs de pouvoir avoir l'adhésion des personnes vivant avec les VIH et tous les autres acteurs au vu des avantages que ce système présente et pour qu'on puisse aller de l'avant. Oui. Alors, comme vous l'avez dit en temps de cet entretien, vous avez noté il y a quelque temps des ruptures de stock, les ARV. Comment ça s'explique alors qu'on connaît le nombre de personnes vivant avec le VIH, on connaît un peu leurs besoins en médicaments. Comment ça se passe pour qu'il y ait des ruptures de stock et est-ce que le problème a déjà été résolu? Oui, il y a 2 semaines, il y a eu vraiment des ruptures de stock, surtout à Kinshasa, et ça c'est Kinshasa, mais je pense que c'est le cas aussi ailleurs. Mais c'est résolu parce qu'on a dû faire pression. En fait, le problème se posait au niveau de la distribution. Le médicament se trouvait chez Bolloré, qui est le distributeur, mais les zones de santé ou les structures de formation sanitaire n'avaient pas déposé à temps leur demande ou leur commande. Ce qui fait que le médicament traînait chez Bolloré, il ne savait quoi faire, et ça a créé des ruptures presque dans beaucoup de centres. Nous avons eu écho de ça, on a dû faire pression pour que ceux qui ont la décision puissent s'impliquer, et heureusement le programme nous a entendus. On est allé voir le PIA qui gère le fonds du Fonds mondial, et c'était vraiment une dérogation, voir que le PIA lui-même puisse mettre à disposition les moyens pour pouvoir transporter ces médicaments jusqu'au centre de santé. C'est pas le circuit normal, mais c'est vraiment un cas d'urgence qu'il fallait bien résoudre. Alors, on va parler un peu des défis qui attendent votre organisation. Déjà, quelles sont les perspectives? Comment est-ce que l'UCOP Plus voit son avenir? Quelles sont les difficultés que vous anticipez? Et comment vous allez vous y prendre pour avoir un peu plus de personnes vers le VIH adhérer à votre association et mener à bien vos activités? C'est vrai que maintenant, dans un contexte mondial, l'intérêt ou le VIH n'est plus vraiment une priorité. Donc de moins en moins les partenaires mettent de l'argent dans la lutte contre le VIH, et ce qui fait que les activités de prévention même ont sensiblement diminué ou n'existent presque plus. Maintenant c'est les traitements qui constituent bien sûr aussi la prévention. Donc c'est ça le plus grand défi. Mais nous savons que, oui, ça c'est dans le contexte global, mais il y a des cas particuliers. Si vous allez au centre Kabinda ici à côté, vous verrez qu'il y a des malades qui vous arrivent en état très avancé. Ça veut dire que le problème est encore réel. Donc même si globalement on pense avoir les données et comment ça se présente, on s'est dit qu'on est déjà très, très avancé, on a dépassé les chiffres qu'il fallait avoir pour la mise sous traitement, mais le problème demeure. Donc la crainte, ce n'est pas notre souhait, la crainte est que le VIH puisse revenir au galop un jour avec tous ces désintéressements des partenaires. Et c'est ça vraiment notre souci, mais bon, on fait de notre mieux pour pouvoir sensibiliser avec les moyens que nous avons. C'était Ange Mavoula, chargé du suivi et de l'évaluation de l'Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH, UCOP+, en sigle. Et c'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée au bilan et perspectives dans la lutte contre le VIH-Sida en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le Dr Boussiki Bernard. Il est secrétaire exécutif national adjoint du programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS. Il nous a parlé du chemin parcouru et du chemin qu'il reste à parcourir pour mettre un terme à l'épidémie. Nous avons aussi écouté Ange Mavoula, chargé du suivi et de l'évaluation de l'Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH. Il nous a parlé du projet d'identifiant unique pour chaque personne vivant avec le VIH-Sida en RDC. À tous les deux, nous disons merci d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à Firmin Kouyaoueda qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erikas Mouissi à Beni, qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thiero et de Rob McLean qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mamadou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car
Votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.